La NASA vient de découvrir que la Lune n'est pas morte et ses astronautes sont sur le point d'atterrir directement sur la preuve. Attendez, morte? Qu'est-ce que cela signifie pour un rocher géant dans le ciel? C'est simple. Un monde mort est un monde qui s'est complètement refroidi à l'intérieur. Plus rien ne bouge. Plus rien ne se passe. Il s'avère que la Lune n'en est pas encore là. Il reste encore de la chaleur piégée profondément à l'intérieur et un monde avec de la chaleur résiduelle est un monde avec du potentiel, peut-être même de l'énergie que les futurs colons pourraient un jour utiliser. Voici comment nous l'avons découvert. La NASA a envoyé des vaisseaux en orbite lunaire pour prendre des photos détaillées, créant de meilleures cartes pour les prochains atterrissages d'Artemis, rien que de la routine. Mais quand les scientifiques ont regardé ces photos, ils se sont figés. La Lune bouge. Pendant 50 ans, tout le monde a supposé que la Lune était un rocher mort. Rien ne s'était passé là-haut depuis l'époque des dinosaures. Mais ces nouvelles photos racontent une autre histoire. Les scientifiques ont repéré plus de 3500 petites falaises sillonnant la surface, et beaucoup semblent récentes. Certaines pourraient en s'être formées au cours des 50 derniers millions d'années. Cela peut sembler ancien, mais pour la Lune, c'est pratiquement hier. Alors, que se passe-t-il? L'intérieur de la Lune est encore en train de refroidir, et à mesure qu'il refroidit, il rétrécit. Imaginez un raisin qui sèche lentement pour devenir un raisin sec. La peau se ride et se fissure. C'est la même chose sur la Lune. La surface se déforme et se rompt, et chaque rupture est un séisme lunaire. Oui, la Lune connaît des séismes. Les astronautes y ont d'ailleurs laissé des instruments dans les années 1970 qui les ont enregistrés. Mais voici ce que personne n'avait vu venir. Ces séismes proviennent de véritables failles actives, et l'une d'elles traverse directement l'endroit où Apollo 17 a atterri. Les astronautes se tenaient sur une ligne de faille tout ce temps. Personne ne le savait. Et c'est là que les choses deviennent sérieuses. La NASA voulait faire atterrir les prochains astronautes près du pôle sud de la Lune. Certaines de ces fissures récemment découvertes se trouvent dangereusement près des sites d'atterrissage prévus. Ainsi, les futurs équipages pourraient construire des bases sur un sol qui tremble, glisse et se fend sous leurs pieds. Pensez aux séismes lunaires, aux pentes qui s'effritent, aux glissements de terrain. Ce n'est pas exactement ce que l'on entendait par site d'atterrissage sûr. Ce qui est amusant, c'est que les cartes réalisées pour protéger ces missions sont précisément ce qui révèle le danger, et c'est bien plus vaste que de simples sites d'atterrissage. La Lune stabilise la Terre dans sa rotation et attire nos océans, créant ainsi les marées. Rien là-haut ne nous menace aujourd'hui. Pourtant, la vérité est déconcertante. Après 50 ans de mission, nous savons encore à peine ce qui se passe à l'intérieur de notre plus proche voisine. Il y a 50 ans, nous avons déclaré que la Lune était un sujet clos, affaire classée, mais il s'avère que nous ne regardions tout simplement pas d'assez près. Et alors que les astronautes se préparent à y marcher à nouveau, une question devient soudainement plus importante que jamais. À quel point la Lune est-elle réellement vivante? Ce flash rapide, vous l'avez vu? Il s'agit d'un objet qui vient de frapper la Lune à une vitesse vertigineuse. Ce qui rend la scène remarquable tient au fait que les impacts lunaires ne sont presque jamais observés en temps réel. Nous ignorons encore la nature de ce qui l'a percuté, mais les chercheurs soupçonnent un lien possible avec l'astéroïde Phaéton, l'un des corps célestes les plus énigmatiques connus. Cet impact s'est produit le 12 décembre 2025. Andrew Marshall Lee, doctorant en dernière année, assurait alors un service nocturne au planétarium d'Armagh, en Irlande du Nord. Il utilisait le télescope robotique, l'instrument le plus récent et le plus performant de l'établissement. Au départ, rien d'anormal. La Lune demeurait immobile sur son écran. Puis, vers 3 heures du matin, un phénomène inattendu survint. Une brève lueur apparut. C'était l'impact d'un petit objet frappant la surface lunaire. Les chercheurs tentent encore d'en préciser la taille, mais ils estiment qu'il ne dépassait pas 5 cm, soit à peu près la dimension d'une balle de golf. L'objet filait à une vitesse stupéfiante, près de 35 km par seconde, plus de 100 fois la vitesse d'un avion de ligne. Et oui, je comprends, en regardant la vidéo, on ne distingue guère plus qu'un clignement furtif, rien de véritablement spectaculaire. Pourtant, le fait que Marshall Lee ait capté l'instant exact de l'impact demeure exceptionnellement rare, et c'est précisément ce qui rend cette observation si remarquable. Il s'agit de la première vidéo d'un flash d'impact lunaire enregistré en Irlande, et seulement de la deuxième jamais obtenue depuis le Royaume-Uni. Toutefois, si ces événements sont rarement observés en direct, cela ne signifie nullement que les impacts sur la Lune soient inhabituels, bien au contraire. Sur Terre, nous bénéficions d'un avantage considérable, notre atmosphère qui agit comme un bouclier invisible.
Elle ralentit les débris spatiaux et en consume une grande partie avant qu'ils n'atteignent la surface. La Lune, en revanche, ne dispose d'aucune protection comparable. Notre satellite naturel subit donc en permanence des impacts d'astéroïdes et de météorites. Heureusement, la plupart sont infimes, souvent guère plus gros que des grains de poussière. Si l'on considère des objets légèrement plus grands, quelques estimations existent. Les spécialistes pensent qu'environ 100 roches spatiales de la taille d'une balle de ping-pong frappent la Lune chaque jour. Cela représente près de 36 000 impacts par an. Dès lors, il paraît presque surprenant que ces collisions ne soient pas captées plus souvent. L'explication reste pourtant assez simple. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, ces roches spatiales sont le plus souvent minuscules. Or, si une balle de ping-pong paraît déjà modeste sur Terre, imaginez un objet de cette taille traversant l'immense vide spatial. Il devient pratiquement indétectable. Voilà pourquoi les télescopes ne les repèrent presque jamais. Leur éclat est trop faible. Mais dès qu'un de ces petits corps percute la Lune à une vitesse folle, la situation change radicalement. L'énergie de la collision se transforme aussitôt en chaleur et en lumière, projetant et faisant fondre une petite portion de la surface. Pendant une fraction de seconde, un éclair lumineux surgit. Suffisamment intense pour être visible depuis la Terre. Un autre obstacle s'ajoute. La Lune est gigantesque. Les impacts peuvent survenir n'importe où à sa surface, ce qui rend presque impossible le fait de diriger un télescope vers l'endroit précis où se produira la prochaine collision. La plupart du temps, les chercheurs n'observent donc pas ces impacts directement. En général, ils enregistrent la Lune durant des heures, puis analysent les images à l'aide d'un logiciel qui signale l'apparition d'un flash. Dans le cas d'Andrew Marshall Lee, cependant, le hasard a joué en sa faveur. Il regardait l'écran précisément au bon moment et a assisté à l'événement en direct. Vous comprenez désormais à quel point cette coïncidence fut remarquable. Pour heure, l'équipe possède déjà une estimation assez fiable de la taille et de la vitesse de ce fragment spatial. En revanche, son origine exacte demeure incertaine. L'hypothèse la plus plausible le relie à la pluie de météores des Géminides, qui survient chaque mois de décembre. Cette idée paraît cohérente. Les impacts lunaires deviennent plus faciles à observer lors des grandes pluies météoriques, lorsque la Lune traverse des nuages de débris laissés dans l'espace. Il se pourrait donc que toutes les conditions aient été réunies au même instant. Or, la pluie des Géminides est associée à l'un des objets célestes les plus étranges connus, 3200 Phaéton. Officiellement classé comme astéroïde, il ne se comporte pourtant pas comme une roche ordinaire. Lorsqu'il approche du Soleil, il s'illumine et développe même une queue, à la manière d'une comète. Mais cette queue ne se compose pas de poussière, contrairement à celle des comètes classiques. D'après la NASA, elle serait constituée de gaz de sodium. Voilà pourquoi les scientifiques hésitent encore sur la manière de le catégoriser. Pour l'instant, 3200 Phaéton demeure officiellement un astéroïde, mais un astéroïde pour le moins singulier. Cet objet singulier se rapproche du Soleil chaque mois de décembre. Lorsque la chaleur devient intense, 3200 Phaéton commencent alors à libérer de minuscules fragments rocheux. Quand ces débris pénètrent dans l'atmosphère terrestre, ils se consument et tracent de brillantes traînées dans le ciel nocturne. À l'apogée de la pluie de météores des Géminides, il est possible d'observer jusqu'à 120 météores par heure lorsque les conditions sont idéales. Les Géminides sont généralement rapides, très lumineuses, et leur éclat tire souvent vers une teinte jaunâtre. Bien entendu, tous ces fragments ne frappent pas la Terre. Certains passent complètement à côté, et quelques-uns finissent par atteindre la Lune. C'est probablement ce qu'Andrew Marshall Lee a observé cette nuit-là. Même si l'impact n'était pas spectaculaire, de tels éclairs demeurent précieux pour la recherche. Les astronomes s'en servent pour estimer la fréquence à laquelle de petites roches heurtent la surface lunaire. Une fois ces estimations établies, ils peuvent mieux évaluer le nombre d'astéroïdes plus volumineux circulant dans l'espace, capables de traverser l'atmosphère terrestre et de provoquer de véritables dégâts. De telles observations revêtent aussi une importance pour l'avenir, notamment pour l'exploration spatiale. Les agences souhaitent établir des bases sur la Lune, afin d'en faire un lieu où l'on puisse séjourner, et non plus seulement effectuer de brèves visites. La Lune étant notre plus proche voisine, elle est le laboratoire idéal pour acquérir des connaissances et expérimenter des technologies nouvelles. Elle représente également un terrain d'essai privilégié pour des missions plus ambitieuses, comme l'envoi d'humains vers Mars. Par exemple, la NASA développe actuellement un projet nommé Artemis Base Camp.
L'idée consiste à établir une petite base près du pôle sud lunaire, comprenant des installations où les astronautes pourraient vivre, ainsi qu'un rover capable de s'éloigner davantage de la zone d'alunissage. L'agence prévoit également la création de la Lunar Gateway, une station de taille modeste destinée à orbiter autour de la Lune et faciliter le transfert des équipages et du matériel depuis la Terre. Il y a aussi le programme de la Station de recherche lunaire internationale, dont l'objectif est d'établir une base durable. Le projet commencerait par des missions robotiques chargées d'atterrir en premier afin de préparer le site avant l'arrivée humaine. Il mise largement sur l'exploitation des ressources locales, notamment la glace présente dans le sol lunaire, afin de produire de l'eau, de l'oxygène et d'autres éléments indispensables à la vie. En séjournant plus longtemps sur la Lune, les chercheurs espèrent de comprendre comment les humains peuvent survivre et travailler loin de la Terre, puis utiliser ces enseignements pour préparer de futures missions vers Mars et au-delà. Garder un œil sur ces impacts et approfondir leur étude pourrait donc contribuer à bâtir un avenir plus sûr au-delà de la Terre. Mieux nous comprendrons la fréquence de ces collisions et leur puissance, mieux nous serons en mesure de concevoir et de protéger les futures bases lunaires. En un sens, ce minuscule éclair n'est pas seulement un instant saisissant sur un écran. Il constitue aussi un discret avertissement, ainsi qu'une leçon précieuse pour les étapes à venir. Voici un cratère typique sur la Lune. Il est là parce qu'autrefois, un astéroïde s'y est écrasé. En effet, un cratère lunaire se forme lorsqu'un astéroïde, un météoroïde ou une comète percute la surface lunaire. Et comme vous pouvez le constater, cela s'est produit très souvent. Pourtant, l'un de ces cratères s'est formé d'une manière très différente. Alors, comment est-il apparu? Revenons brièvement en arrière. Une hypothèse largement admise avance que la Lune elle-même résulte d'une collision, à l'image de ces cratères, mais d'une ampleur sans commune mesure. Cet événement remonte à environ 4,46 milliards d'années, lorsqu'une planète massive, de la taille de Mars et baptisée Theia, est entrée en collision avec la Terre. L'impact a projeté d'importants débris en orbite, lesquels se sont progressivement agglomérés pour former la Lune. Durant un certain temps, celle-ci n'était qu'une immense masse de lave. Or, du fait de sa proximité avec la Terre, la gravité terrestre la comprimait continuellement, accentuant encore sa chaleur. Finalement, la Lune s'est éloignée, s'est refroidie et a développé une croûte rocheuse. Poursuivons. Il y a environ 4,3 milliards d'années, un astéroïde de la taille d'un petit pays, comparable au Népal, bien plus grand que celui qui a provoqué l'extinction des dinosaures, a percuté la face cachée de la Lune. Il a créé un immense cratère appelé le bassin pôle sud Aitken. Celui-ci atteint jusqu'à 8 km de profondeur et environ 2500 km de largeur. À titre de comparaison, cela correspond à peu près à la distance entre New York et Dallas, avec une profondeur suffisante pour engloutir le mont Everest. Les scientifiques pensent ainsi que cet impact a pu extraire et disperser des matériaux anciens issus des profondeurs lunaires, un mélange nommé CRIP, regroupant le potassium, les éléments de terre rares et le phosphore. Il s'agit d'une véritable capsule chimique, datant de l'époque où la Lune était encore un océan de lave. Vous vous demandez sans doute pourquoi cette région pourrait s'avérer encore plus intéressante d'un point de vue scientifique. Jusqu'à récemment, les chercheurs pensaient que l'astéroïde était arrivé par le sud, frappant en remontant et dispersant des matériaux radioactifs, ce fameux CRIP, autour du bord nord du cratère. Cependant, des analyses plus approfondies ont révélé que l'impact provenait en réalité du nord, ce qui implique que ces matériaux précieux se sont concentrés sur le rebord sud. Or, la mission Artemis 3 de la NASA cible précisément cette région méridionale. Les chercheurs ont commencé à douter de l'ancienne théorie de l'impact venant du sud, en comparant ce cratère lunaire à d'autres du système solaire, notamment Hellas Planitia sur Mars et la plaine Spoutnik sur Pluton. Observez-les. Tous trois présentent une forme singulière de larme, ou d'avocat, large d'un côté et effilée de l'autre. Or, cette extrémité pointue indique généralement la direction d'arrivée de l'astéroïde. Dans le cas du bassin pôle sud Aitken, cela montre que l'impact était venu du nord et non du sud. Pour le confirmer, les chercheurs ont examiné d'anciennes données issues de la mission Lunar Prospector de la NASA, qui a orbité autour de la Lune entre 1998 et 1999. Cette sonde a mesuré la présence d'éléments radioactifs à la surface et mis en évidence de fortes concentrations de thorium, un composant essentiel du CRIP, le long du rebord sud-ouest du bassin. La mission Artemis 3 constitue aujourd'hui le grand projet de la NASA visant à ramener des humains sur la Lune pour la première fois depuis 1972.
Si le calendrier est respecté, le lancement est prévu pour la mi-2027, juste après l'achèvement d'Artemis II. Cette dernière, attendue avant avril 2026, servira de répétition générale. Les astronautes orbiteront autour de la Lune, sans atterrir, afin de vérifier le bon fonctionnement des systèmes. Artemis III marquera la véritable étape décisive, avec un alunissage prévu près du pôle Sud, sur l'un des 9 sites sélectionnés par l'agence spatiale. Toutefois, le calendrier demeure incertain, les missions Artemis II et III ayant déjà connu plusieurs retards. Artemis Pepran a été lancé en 2022. Il s'agissait d'un vol d'essai sans équipage qui a contourné la Lune avant de revenir sans encombre. La mission suivante, Artemis II, emmènera des astronautes plus loin dans l'espace. Viendra ensuite Artemis III, étape majeure au cours de laquelle les astronautes devraient séjourner environ une semaine à la surface lunaire afin de mener des travaux scientifiques avant de regagner la Terre. Par la suite, Artemis IV et V auront pour objectif de construire puis d'agrandir une nouvelle mini-station spatiale en orbite lunaire, baptisée Gateway. Il s'agit d'une sorte de halte orbitale. Les astronautes pourront s'y amarrer, y séjourner brièvement, mener des expériences et se préparer aux alunissages. La NASA développe ce projet avec le concours de l'Agence spatiale européenne, du Japon et d'autres partenaires. Les astronautes voyageront à bord du vaisseau Orion, lancé par le Space Launch System de la NASA. Une fusée gigantesque, plus haute que la Statue de la Liberté, et suffisamment puissante pour atteindre la Lune. Pour l'alunissage, ils emploieront le Starship HLS. L'atterrisseur de SpaceX devrait acheminer les premiers équipages jusqu'à la surface lunaire, une fois sa capacité à atterrir en toute sécurité démontrée. À long terme, la NASA ne compte pas s'arrêter là. L'objectif est de la Lune jusqu'à Mars. Les enseignements d'Artemis pourraient ainsi permettre d'établir une base lunaire, puis d'envoyer des humains vers la planète rouge. Et qui sait, lorsque des humains fouleront de nouveau la Lune, peut-être parviendront-ils à élucider un autre mystère. Des lueurs, éclats ou faisceaux lumineux qui illuminent parfois notre satellite. Approfondissons cette énigme. Dans la nuit du 19 avril 1787, l'astronome William Herschel observa un phénomène étrange. Une lumière brillante apparaissant sur la partie sombre de la nouvelle Lune. Elle resta visible pendant plusieurs heures et rivalisait presque avec l'éclat de la nébuleuse d'Orion. Il s'agissait probablement de ce que l'on nomme aujourd'hui des phénomènes lunaires transitoires, ou PLT, c'est-à-dire de brefs éclairs ou changements de couleur à la surface de la Lune. Les PLT peuvent se manifester sous forme de zones lumineuses, de taches rouges ou violettes, voire de nuages diffus, apparaissant puis disparaissant rapidement. Au cours des 2 derniers millénaires, environ 3000 de ces manifestations ont été recensées, à l'aide de télescopes, de caméras ou simplement à l'œil nu. Que se passe-t-il réellement? Il n'existe pas de réponse unique. De nombreux phénomènes peuvent provoquer des PLT, allant des impacts de météores au dégagement de gaz, voire à des activités électriques. La durée de ces éclairs, variant d'une fraction de seconde à plusieurs heures, fournit aux scientifiques des indices précieux sur l'origine de chaque manifestation lumineuse. Ces éclats extrêmement brefs, durant moins d'1 minute, sont très probablement dus à l'impact de minuscules roches spatiales sur la Lune. Même un météoroïde du poids d'une boule de billard peut frapper la surface lunaire avec une force suffisante pour la faire brièvement briller. La chaleur dégagée par l'impact illumine alors les roches, avant que cette lueur ne disparaisse lors de leur refroidissement. Longtemps, les chercheurs ont soupçonné que ces éclairs provenaient d'impacts de météores, sans pouvoir le démontrer. Il a fallu attendre les années 1990, lorsque les caméras à haute vitesse sont devenues courantes en recherche lunaire, pour envisager une preuve. Même alors, la confirmation restait délicate, car ces éclairs pouvaient résulter de défauts de caméra ou de parasites électriques. La seule méthode fiable consistait à observer simultanément le même phénomène depuis plusieurs sites. Cela s'est produit pour la première fois lors de la pluie de météores des Léonides en 1999, lorsque de véritables éclairs d'impact ont été enregistrés sur la Lune. Par la suite, d'autres observations ont confirmé que notre satellite est fréquemment bombardé. Si ces éclairs semblent se concentrer dans certaines régions, comme l'Oceanus Procellarum, l'une des vastes plaines sombres lunaires, cela s'explique probablement par la localisation des instruments d'observation. Une étude publiée en 2024 a montré que les météoroïdes frappent en réalité la Lune de manière uniforme. Les éclairs durant plusieurs minutes semblent, en revanche, avoir une origine différente. Des dégagements de gaz provenant de l'intérieur même de la Lune. Des études menées en 2008 et 2009 ont montré que lorsque des gaz, tels que le radon, s'accumulent sous la surface lunaire, ils peuvent s'échapper brutalement.
Quand ce gaz radioactif est libéré, puis se désintègre, il émet une faible lueur observable depuis la Terre. Fait notable, ces zones lumineuses coïncident souvent avec des régions où des concentrations élevées de radon ont déjà été mesurées. Il existe enfin des phénomènes lumineux de longue durée, persistants durant des heures, semblables à la lueur observée par William Herschel en 1787. Une étude de 2012 a suggéré qu'il pourrait être lié au vent solaire, un flux de particules chargées émis par le Soleil. Lorsque ce vent frappe la poussière lunaire, il peut électriser les particules et les projeter au-dessus de la surface, formant d'immenses nuages de poussière, atteignant jusqu'à 100 km de hauteur. Ces nuages en suspension pourraient dévier ou réfléchir la lumière d'étoiles ou de planètes proches, donnant l'illusion que la Lune elle-même brille. Espérons que les missions Artemis apporteront des réponses lorsque l'exploration commencera. Oh, comme j'ai hâte!